Alors je remercie les organisateurs du colloque de nous donner la chance d'intervenir, pour la qualité aussi de l'organisation et de l'accueil. Et j'en dis pas plus parce que je crois que j'ai un peu trop écrit, donc je vais essayer de pas aller trop vite quand même. Alors, je vais aussi formuler des excuses parce que je devais parler d'Henri Lefebvre, mais en fait je ne vais pas parler d'Henri Lefebvre parce que j'ai trop de choses à dire sur Debord. Donc s'il y a trop de déçus dans le public, vous pourrez me poser des questions sur Lefebvre après l'intervention. C'est pas non plus très grave parce que les critiques de la rationalité marchande qui s'exerce dans l'espace urbain sont en fait sensiblement similaires chez Debord et chez Lefebvre. Donc si vous comprenez bien ce que je vais dire sur Debord, vous aurez un bon aperçu des thèses de Lefebvre. Alors je vais structurer mon exposé en deux parties. Une première partie sur les grandes lignes de la critique debordienne de l'urbanisme qui lui était contemporain. Et je vais essayer, dans cette partie, d'interroger les concepts de corps et d'espace à partir de cette critique. J'en profiterai pour faire quelques excursus du côté de phénomènes qui, cette fois-ci, nous sont contemporains, comme Google Maps et Pokémon Go. Et dans une deuxième partie, je présenterai certaines pratiques situationnistes de l'espace, comme la dérive ou l'urbanisme unitaire. Et j'aimerais vous montrer que, encore aujourd'hui, elle constitue de bonnes manières de faire de l'espace urbain un espace authentiquement vécu. Alors, lorsqu'on évoque Guy Debord, on a immédiatement à l'esprit la société du spectacle, éventuellement son engagement dans les événements de mai 68, et du coup on se fait l'image d'un philosophe qui toute sa vie a critiqué la dictature de l'image marchande, l'idéologie spectaculaire, etc. Mais ce qu'on ignore le plus souvent à propos de Debord, c'est que son entrée sur la scène philosophique, politique, intellectuelle des années 50, c'est pas vraiment faite sous le régime de la critique de l'idéologie spectaculaire, mais plutôt sous celui de la critique de l'organisation marchande de l'espace. Donc les premiers textes de Debord témoignent surtout d'une préoccupation à l'égard de l'architecture et de l'urbanisme, et cette préoccupation, non seulement n'a jamais été abandonnée, mais c'est surtout au sein de cette préoccupation que se sont forgés ses principaux concepts. Ce que je vais essayer de vous montrer. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre cet engagement? Donc du coup cette préoccupation de Debord à l'égard de l'urbanisme et de l'architecture. Eh bien rapidement, je pense qu'il faut le restituer dans le mouvement plus général de pratique et de théorie des avant-gardes au XXe siècle. Parce que ce soit chez Dada, dans le surréalisme de Breton ou dans le lettrisme d'Isidore Izou, on observe chez ces auteurs une même critique de la société contemporaine, une déploration de l'absence de créativité des individus qui étaient relégués à l'état de consommateurs passifs et enlisés dans des valeurs bourgeoises qui se diffusaient jusque dans les sphères les plus intimes de l'existence. Donc le projet des avant-gardes de l'époque, bon, je vais vite dessus, mais c'était de promouvoir, par la création artistique notamment, une sorte de sursaut de créativité, une libération du désir créateur, afin de sortir les individus d'un état non pas de vie mais de survie qui assurait l'enracinement et la perpétuation du système marchand. Alors je ne vais pas vraiment m'attarder sur ce point parce que je vais surtout parler de Debord, mais ce que je veux souligner c'est l'originalité de Debord au sein de ce mouvement des avant-gardes au XXe siècle. Parce que si Debord cherchait lui aussi à mettre l'art au service de l'existence, donc à réaliser l'esthétique dans la vie quotidienne, il ne voulait pas le faire sous n'importe quelle forme. Son originalité, de mon point de vue, c'est d'avoir perçu que l'idéologie bourgeoise ne se sédimentait pas seulement dans le champ artistique, et plus largement dans les valeurs bourgeoises qui étaient promues par la société, mais surtout se matérialisait dans la forme des villes. Et à l'heure où des impératifs utilitaires, techniciens, marchands présidaient aux politiques urbaines qui étaient menées en France, eh bien, il importait pour l'avant-garde et pour Debord de mettre en place des pratiques de la ville qui étaient capables de faire éclater ce carcan urbain qui favorisait, comme on va le voir,
l'entretien de la passivité des individus. Alors, dans un de ses textes les plus percutants, qui est mon texte favori de Debord, que je vous conseille vivement de lire si vous souhaitez une introduction à la pensée debordienne, donc texte qui est le manifeste pour la construction de situation de septembre 1953, Debord écrit, donc je le cite, « Le décor nous comble et nous détermine. Même dans l'état actuel assez lamentable des constructions des villes, il est généralement au-dessus des actes qu'il contient, actes enfermés dans des lignes imbéciles, des morales et des efficacités primaires. » Donc, ce que Debord tenait à souligner dans ce premier texte, enfin dans ce texte de septembre 1953, c'est qu'une critique pertinente, globale, féconde de la société de l'époque ne pouvait pas faire l'économie d'une attention portée à la forme des villes et à la gestion politique de l'espace. Du coup, il rejoignait de ce point de vue les travaux d'écologie urbaine de l'école de Chicago et les travaux, par exemple, de Chambard-Delot en France. Je ne sais pas si je prononce bien Chambard-Delot, vous pourrez peut-être me corriger pendant la discussion. Alors, la question c'est, qu'est-ce que signifie cette idée? Donc la première phrase que j'ai citée, le décor nous comble et nous détermine. Alors plusieurs choses, au moins deux choses. La première chose, c'est que pour Debord, notre cadre de vie dispose d'une véritable puissance influentielle sur nos comportements et nos désirs. J'insisterai plus tard sur ce terme d'influence. Le meilleur exemple pour Debord, donc le meilleur exemple qu'il donne de décor qui est triste, morne, gris, terne, sont les immeubles de Le Corbusier, ces fameuses unités d'habitation, que Debord qualifie, là je cite, de ghetto à la verticale, ou encore de, je cite encore, morgue pour un temps qui en a bien l'usage. Donc ça, ce serait la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ce décor, cette forme des villes, est capable de dicter aux individus leur conduite même, au sens où ils sont poussés à se déplacer dans la ville, par exemple en fonction des impératifs de travail, et surtout à favoriser, à privilégier pour cela la ligne droite, c'est-à-dire le chemin le plus rationnel, le plus efficace, le plus utile, le plus utilitaire. Donc, si on veut faire un excursus contemporain, bon évidemment, Debord ne pouvait pas prendre en compte, c'est assez prophétique, mais il ne faut pas exagérer, les mutations de la société contemporaine. Donc si on veut prendre un exemple contemporain, on peut parler de Google Maps, c'est-à-dire le calcul de notre itinéraire et la minutarisation de nos déplacements. Ça, Debord n'aurait pas été très fan de Google Maps. D'ailleurs, je pense qu'il n'aurait même pas eu Internet. Cette gestion numérique, ou plutôt algorithmique, de nos déplacements, qui en plus ne cesse de croître en raison de la multiplication des applications smartphone, a de quoi inquiéter, en tout cas m'inquiète, puisque, et là on est dans le thème vraiment dans le thème du colloque, comment est-ce qu'on peut parler d'un espace vécu si la manière dont nous nous déplaçons dans la ville est pour ainsi dire préesquissée, prédéfinie, normée par des logiciels qui nous font privilégier la ligne droite, qui nous suggèrent des lieux à visiter et à découvrir, je pense au restaurant sur TripAdvisor, et tout ça se substituant à l'appropriation subjective de l'espace urbain qui est faite, et là c'est thèse debordienne, de hasard, de rencontres, d'aventures, donc qui relèvent du fortuit. Alors, évidemment, ces réflexions, elles seraient comme nulles et non avenues si Debord ne s'efforçait pas de repenser les concepts de corps et d'espace. C'est ça que je vais essayer de vous présenter maintenant. Je vais commencer par le corps, et je vais aussi commencer par prendre un petit verre d'eau, si possible. Pardon, j'y ai pas pensé. Alors, comment est-ce qu'on peut définir ce corps? Donc, dans la philosophie de Debord, comment est-ce qu'on peut définir ce corps qui est influencé par l'espace, qui est susceptible d'être géré, d'être normé, d'être agencé, comme de l'extérieur, par des logiques qui le dépassent? Alors, évidemment, pour concevoir le corps, dans ce dispositif théorique, il ne faut pas le concevoir en opposition avec l'esprit sur le modèle cartésien de la distinction des substances. Le corps chez Debord, minimalement, on pourrait dire que c'est le support ou le substrat de nos désirs, de nos passions, ce à partir du quoi des comportements spécifiques émergent, et donc ce par quoi nous nous rapportons au monde, et ce par l'intermédiaire de quoi le monde dans lequel nous pensons, vivons, désirons, agissons, nous détermine en retour. Et c'est ça que recouvre, je vous ai dit que je vous en parlerai,
le concept d'influence chez Debord. Parce que chez lui, le décor, le cadre de vie, l'espace urbain influence la manière dont nous nous rapportons à notre propre corps et à notre vie quotidienne, en ce que justement le décor, la forme des villes, l'espace urbain agissent sur nos humeurs et sur nos passions. Et c'est important de le souligner parce que chez Debord, je ne peux réellement vivre mon corps que lorsque je suis le sujet de mes désirs. Donc ce corps ne m'appartient que lorsque je me rapporte à lui de manière immédiate, et donc, autrement dit, d'une manière qui n'est pas médiatisée, par exemple, par des images marchandes, par la publicité qui nous bombardait dans la ville. Donc, quand je me reporte à lui de manière immédiate, en dehors de ce que Debord appelle, là je le cite, l'organisation sociale et affective normale de la ville. Alors, on repense le corps donc, comme le substrat, comme le support de nos désirs, de nos passions, de la même manière, en fait, ce que Debord essaye de faire, d'une manière similaire à celle de Foucault, quoique différente, il s'agit de repenser le rapport entre le corps et le pouvoir. Le corps, chez Debord, c'est le lieu de pouvoir, c'est un enjeu de pouvoir. Comme chez Foucault, en un sens, le corps est un lieu de pouvoir, il est géré, il est normé, il est agencé, et dans la salle de classe, dans la rue, sur le lieu de travail, on observe voilà, des pratiques de production, de gestion du corps. Et pour Debord, l'architecture et l'urbanisme de Le Corbusier, par exemple, sont des exemples voilà, vraiment significatifs, parce que ce que montre Debord dans ses textes, c'est que cet urbanisme de Le Corbusier, cette architecture, a pour fonction de canaliser les corps, de les maintenir dans un certain état de passivité, de survie, et tout ça favorisant le développement, la perpétuation du mouvement inertiel du spectacle. Donc, l'exemple que donne Debord, c'est le projet, par exemple, de destruction de la rue chez Le Corbusier. Destruction que Debord aperçoit comme une tentative de supprimer le terrain privilégié au sein duquel les rencontres se font et les dialogues se nouent. Donc, du concept de corps chez Debord, il faut retenir qu'il le définit donc comme le lieu de nos désirs, comme le support ou substrat de nos désirs, de nos passions, et en même temps comme le lieu privilégié du pouvoir et de sa mainmise sur l'ensemble de la vie quotidienne. Alors c'est pareil pour le concept d'espace, qu'il repense. L'espace, on ne peut pas le comprendre comme simplement ce dans quoi nous nous déplaçons, à la manière du lieu chez Aristote, par exemple, ou alors un espace qui serait simplement descriptible en termes de longueur, de largeur et de profondeur, comme chez Descartes. L'espace, comme le corps, est toujours géré, il est toujours agencé, il est toujours normé de manière sociale. Et là, je parle rapidement de Lefebvre. C'est exactement ce que Lefebvre, par exemple, écrit dans son livre que je vous conseille, La production de l'espace. L'espace est toujours produit. Donc, le rôle de l'urbanisme, pour Debord, en tout cas l'urbanisme qui lui était contemporain et qu'il critique, c'est justement de canaliser nos déplacements, de veiller au contrôle de la population, à la manière justement des grands boulevards haussmanniens qui étaient destinés à prévenir toute révolte en facilitant le tir des canons. C'est ce que Debord écrit dans la revue Potlatch numéro 5, je cite, « On ne saurait oublier que si l'urbanisme moderne n'a encore jamais été un art, et d'autant moins un cadre de vie, il a par contre toujours été inspiré par les directives de la police, et qu'après tout Haussmann ne nous a fait ces boulevards que pour commodément amener du canon. » Fin de citation. Donc, l'espace urbain chez Debord, on peut en faire un dispositif, au sens que donne Agamben à ce terme, c'est-à-dire une sorte de cadre de subjectivation, en ce que l'agencement de la ville a tout à fait la capacité, là je cite Agamben, de capturer, d'orienter, de déterminer, d'intercepter, de modeler, de contrôler et d'assurer les gestes, les conduites et les opinions des êtres vivants. Et c'est pas un hasard si Agamben, dans son texte Qu'est-ce qu'un dispositif, parle de corps à corps entre les dispositifs et les êtres vivants. Et bien de la même manière chez Debord, l'espace urbain tient sa puissance de subjectivation ou d'assujettissement à sa capacité d'agir sur les corps, introduisant entre l'individu et son corps, entre les individus eux-mêmes et entre les individus et le monde, des médiations, qui sont marchandes, publicitaires, etc. Je crois que dans l'argumentaire du colloque, on parlait de prolongement technologique. Encore un excursus que je vais faire. Un très bon exemple de ça, d'agencement des corps, de contrôle des corps dans l'espace. Très bon exemple
de ça et des prolongements technologiques, c'est Pokémon Go. Meilleure illustration de mon point de vue de ces médiations numériques qui se développent. Alors, je connais l'argument massu. L'argument massu en faveur de Pokémon Go, c'est oui, mais Pokémon Go, c'est pas trop mal parce que ça permet aux gens de sortir de chez eux. Alors, il faut m'excuser, mais quand on explore l'espace urbain en suivant les directives d'une application, on n'appelle pas ça sortir de chez soi, on ne sort pas d'un rapport autistique, on se dirige même tout droit vers la dystopie du film Her de Spike Jonze. Sans mauvais jeu de mots, on s'y dirige tête baissée. Donc j'insiste sur cette application parce que de toute évidence elle constitue un profond symptôme des mutations de la place de nos corps à l'heure du numérique, de nos corps dans l'espace urbain. C'est fini le rapport frontal avec les écrans, puisqu'il existe désormais des smartphones et des objets connectés qui quantifient les moindres de nos mouvements, qui captent, qui traitent et qui analysent les manifestations vitales de notre corps et qui gèrent par conséquent ce dernier de manière algorithmique. Alors je vais aller vite sur la fin de la première partie. La question, maintenant qu'on a vu tout ça, la canalisation des corps, l'agencement, comment l'espace urbain peut peser sur le corps, peut le canaliser, peut le pousser à agir, à désirer, à penser d'une certaine manière. Comment on fait? Comment est-ce qu'on s'en sort? Quelle pratique de l'espace est promue par Debord et par les situationnistes? Alors ce sera l'objet de la seconde partie, sur laquelle je vais essayer d'aller assez vite. Alors, comment est-ce qu'on peut vivre dans un espace urbain qui est, on l'a vu, de plus en plus rationalisé, soumis à des logiques marchandes et utilitaires? Comment est-ce qu'on peut redonner les moyens aux individus de devenir les acteurs de leur propre vie et de leur insuffler l'énergie nécessaire au renversement de la logique spectaculaire qui caractérise la société? Eh bien, l'une des pratiques promues par Debord, c'est la dérive. Alors, je donne une définition de la dérive, donc je cite: « Une ou plusieurs personnes se livrant à la dérive renoncent pour une durée plus ou moins longue aux raisons de se déplacer et d'agir qu'elles se connaissent généralement, aux relations, aux travaux et aux loisirs qui leur sont propres, pour se laisser aller aux sollicitations du terrain et des rencontres qui y correspondent. » Alors, dériver, si vous voulez, c'est substituer un rapport ludique à un rapport utilitaire au monde. La dérive, elle doit permettre à celui qui s'y adonne de se laisser porter par les ambiances de la ville, par les différentes humeurs, les ambiances qui caractérisent les quartiers. Donc c'est vraiment se laisser porter par le rythme de la ville. Ne pas se déplacer de manière utilitaire, mais vraiment se laisser porter, laisser son corps, vous voulez, vraiment dériver dans la ville. La dérive, si vous voulez, c'est la situation, par excellence. Chez les situationnistes, c'est-à-dire un moment de vie éphémère, transitoire, intense, dans lequel la vie est réellement vécue, dans laquelle se réalisent des désirs authentiques, en marge de la grammaire de la consommation, inculquée par la société. Donc, la dérive, c'est vraiment une pratique de l'espace qui permet de faire de l'espace urbain un espace vécu, de vivre vraiment dans l'espace urbain, et permettant à l'individu de devenir le véritable acteur de ses aventures, selon ce mot d'ordre qui était bien connu des situationnistes, qu'ils employaient souvent. L'aventurier est celui qui fait arriver les aventures plutôt que celui à qui les aventures arrivent. C'est vraiment un des objectifs de la dérive. Donc, on avait vu dans la première partie que les déplacements dans l'espace urbain étaient soumis à la même rationalité que celle qui ordonne le système capitaliste, c'est-à-dire une rationalité instrumentale qui détermine les moyens les plus efficaces pour atteindre des fins qui sont posées à l'extérieur du sujet. Et donc on voit ici que la dérive a un sens politique, puisqu'il s'agit de s'opposer à ce conditionnement, à ce cloisonnement de la ville, à cette canalisation des trajets et des corps, etc. Mais, il doit me rester à peu près 2-3 minutes, c'est ça? Oui, pas plus que ça. 2-3 minutes, d'accord, mais ça ira. Donc, mais justement, chez Debord, pratiquer la dérive, ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Parce qu'il faut vraiment la théoriser. Il faut mettre les découvertes que la dérive permet et autorise au service de la création d'un nouvel urbanisme. Et ce nouvel urbanisme que les situationnistes vont promouvoir, sera déterminé par une science qu'ils s'efforcent de créer, qui est la psychogéographie. La psychogéographie, qu'est-ce que c'est? C'est une science qui a pour fonction de dégager des lois, de déterminer scientifiquement les rapports qui existent entre l'agencement du décor et les influences que ce décor exerce sur les comportements. Donc, autrement dit, la psychogéographie est une science caractérisée par un certain nombre d'outils d'investigation permettant de comprendre les lois objectives et subjectives des déplacements non utilitaires dans l'espace urbain. Alors, je voulais vous donner une citation un peu longue
mais donc je n'ai pas trop le temps, je ne vais pas vous la donner. Je pourrais revenir dessus si vous voulez dans l'intervention, c'est simplement une définition de la psychogéographie et de son lien avec la dérive. Alors, pourquoi la psychogéographie est si importante? C'est parce qu'elle permet, elle est au principe de la création de ce que les situationnistes appellent l'urbanisme unitaire. C'est à partir de la psychogéographie qu'on va pouvoir promouvoir un urbanisme unitaire. Alors, qu'est-ce que cet urbanisme unitaire? Qu'est-ce que l'architecture dans ce dispositif? Eh bien, c'est une architecture qui devra, disent les situationnistes, épouser au plus près les besoins des hommes. Elle devra donner à la vie un cadre qui ne la limite pas, et pour cela récuser sa réduction à ce qui jusqu'ici a été son principal impératif, c'est-à-dire l'habitat. Il ne faut pas que la nouvelle architecture soit simplement caractérisée par l'habitat, par la fonction d'habiter. Donc l'architecture chez les situationnistes, ce sera un art total qui viendra synthétiser toutes les expérimentations qui sont faites en sculpture, en peinture, en cinéma, une sorte de synthèse directrice de tous les arts au service de l'enrichissement de la vie quotidienne. Alors, si vous voulez des exemples de ce que les situationnistes proposaient comme pour l'aménagement de l'espace urbain, ouvrir le métro la nuit, à la fin du passage des rames, donc tenir les couloirs et les voies mal éclairées par de faibles lumières intermittentes, mettre des interrupteurs aux lampadaires, ce que je trouve une très bonne idée, ou encore privilégier la construction de labyrinthes urbains dans lesquels les individus pourraient se perdre, et pour mieux se trouver, si vous voulez. Bon, on pourra revenir à l'urbanisme unitaire, si vous voulez, pendant la discussion. Donc, je ne vais pas conclure en disant que la dérive, la psychogéographie ou l'architecture peuvent changer la société ou changer la vie, pour reprendre le slogan de mai 68, mais il me semblait important d'en parler pour montrer que toutes ces pratiques de l'espace chez les situationnistes relèvent de ce que Patrick Marcolini, qui est un chercheur vraiment très important sur Debord, parle d'effets de turbulence. Les effets de turbulence situationnistes, c'est-à-dire des comportements qui, au sein d'un espace urbain rationalisé, numérisé, algorithmisé, etc., manifestent une attitude subversive, la volonté de se réapproprier son cadre de vie, et donc de faire de l'espace de nos déplacements un espace vécu. Et donc, si l'on veut, et donc je conclurai là-dessus, il s'agissait pour les situationnistes de donner à notre corps, à nos désirs, à nos comportements, un droit de cité. Je vous remercie.